Lors de son discours le 20 décembre 2011, le chef de l'État congolais, Joseph Kabila Kabange, avait fait de la réforme foncière l'une des priorités du gouvernement. Nous en parlons aujourd'hui avec son Excellence, le professeur Robert Mbingabila, ministre des Affaires foncières. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Reporter. Nous sommes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Le site qui nous accueille ce jour, c'est le centre d'accueil Kimbanguiste, situé sur Sayo, dans la commune de Kiasavubu, dans la circonscription foncière de la Funa. Vu l'intense activité que son Excellence, Monsieur le ministre, avait eue la semaine dernière, vous aurez plusieurs reportages dans ce numéro. Applaudissez. Oh. Oh. Voilà. On n'entre pas. Voilà. Just the ministre. C'est bon. Nous allons passer de l'autre côté. Ici, nous sommes à la poussinière Ponte. Nous avons des lots. Le premier lot, c'est ça. Et nous avons des bâtiments. Ces poussins ont 9 jours. Ils ont 9 jours. Et le deuxième lot, dans ces bâtiments-là, ils sont 12 000 par bâtiment. 12 000 par bâtiment. Nous élevons ici, à partir de la 15e ou 16e semaine, nous allons les transférer dans le lieu de production. Dans ces bâtiments, au total, c'est 275 kilos. Pour ces deuxième semaines. Bon, nous les distribuons les aliments manuellement dans cet âge ici. Et puis, lorsqu'ils vont atteindre un certain âge, ce sera maintenant un système automatique. On va mettre les aliments dans les silos. Nous avons notre tableau de commande qui est là-bas dans cette chambre-là. Et puis, on appuie sur le bouton, l'aliment commence à sillonner dans les nourrisseurs. Donc ça, c'est la prévoir, système automatique. Okay. Quand les poussins arrivent, ils piquent ici, et puis l'eau sort. Dès qu'ils lâchent, ça cesse d'évoluer.
Là-bas, où il y a la bassine bleue, on renverse les sacs à l'amont. Voilà. Maintenant, il y a une spirale qui monte dans ce tuyau à eau. Elle monte là à l'amont jusqu'à haut et elle fait rentrer dans le silo. Une fois que le silo il est rempli, on arrête. Et normalement, quand on veut remplir l'amont dans le poulet, on appuie sur le bouton, ça rentre dans le tuyau, ça se renverse dans la grande cage qui est là-dedans et après ça commence à passer dans le tuyau. Maintenant, derrière, il y a le même système avec l'eau. Il y a les bidons d'eau. C'est une joie immense. Une joie immense parce que, comme vous le dites si bien, je gère la terre. Et lorsque nous avons mis au point le projet nouveau d'Aipen, naturellement, la contribution du ministère a été requise. C'est nous qui avons donné les papiers comme titre de propriété et en même temps également les croquis sur tout l'espace qu'occupe le DAIPEN. En même temps, nous continuons d'agir contre ceux qui continuent de faire de tentatives d'occupation anarchique avec des constructions par-ci par-là. Je répète, je lance de nouveau l'appel à tous ces messieurs de pouvoir s'arrêter de faire ça parce que le DAIPEN est un projet extrêmement important pour le pays dans le cadre de la lutte contre la faim, n'est-ce pas, et dans le cadre également de la lutte contre la pauvreté. Donc nous ne pouvons pas accepter que de petits intérêts privés viennent s'interposer et poser des problèmes à la réalisation d'un projet aussi important pour le pays et dans son ensemble. Les saluer et recevoir aussi des instructions de sa part par rapport aux préoccupations qui sont celles de l'Église, n'est-ce pas? Nous avons parlé notamment de ce qui va se passer ici le vendredi 12, n'est-ce pas? Et donc nous avons pris des dispositions pour effectivement prendre part à ces activités-là et accompagner les chefs spirituels ainsi que les croyants kimbanguistes par rapport à cette nouvelle réalisation de l'Église. Le fait d'avoir fini de construire un temple est une chose, maintenant il faut faire vivre ces temples, n'est-ce pas? Et ça nécessite la contribution des uns et des autres. Et donc, nous en avons parlé avec les chefs spirituels et nous allons, dans les jours à venir, effectivement, comme nous le faisons partout ailleurs, essayer d'être présents pour que l'Église vive, que le chrétien kimbanguiste de cette paroisse soit, comme tous les autres, encadré. Pas de moi en tant que Robert Bwinga, ministre des Affaires foncières, ressortissant du Bas-Congo. Et je peux dire
ministre kimbanguiste, comme je le dis toujours. Mais je voudrais dire que c'est une infrastructure de communication qui, comme vous le dites si bien, entre dans le cadre de la révolution de la modernité. Et donc nous devons pouvoir présenter le projet au sein du gouvernement et obtenir, comme pour toutes les autres infrastructures de transport qui se font à travers le pays, la contribution également du gouvernement. C'est ce que j'ai promis de faire et j'en ai parlé effectivement avec le chef spirituel. Donc dans les jours à venir, j'ai eu les documents par rapport à la piste d'aviation et l'aéroport qui va être construit en Kamba. Je vais avoir les dossiers et je vais les présenter au Conseil des ministres pour voir quelle sera la contribution du gouvernement par rapport à ça. Nous revenons sur ce plateau. J'insiste encore que nous sommes au centre d'accueil kimbanguiste, ici à Kinshasa. Son Excellence, le professeur Robert Mbingabila, bonjour. Bonjour. Excellence, aujourd'hui on va parler de la réforme foncière. C'est vrai que lorsque vous avez pris les rênes du ministère des Affaires foncières, même vous-même vous êtes posé la question de savoir vous allez faire quoi là-dedans. Vous ne savez pas ce que vous allez faire. Eh bien, vous avez quand même eu... on peut dire la motivation de son Excellence le Président de la République qui vous a dit que ce ministère avait une importance et était aussi stratégique. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? Bien, merci beaucoup. Vous voulez que je vous félicite d'abord parce que vous êtes en tenue kimbanguiste. Hein? C'est très bien de pouvoir épouser les habitudes de ceux qui nous reçoivent, n'est-ce pas? Bien, c'est vrai que au fond, lorsque on parle d'affaires foncières, je ne suis pas le seul à pouvoir me poser la question de savoir il s'agit de quoi. Et en ce qui me concerne, effectivement, j'ai eu comme premier contact avec les affaires foncières un dossier de conflit foncier. Je venais d'acquérir un lopin de terre à Boma. Et un mois après l'acquisition de ces lopins de terre, les agents de la circonscription foncière de Boma se sont mis à les morceler et à les distribuer à d'autres acquéreurs. Dieu merci, j'ai eu la chance de pouvoir bénéficier de l'appui de Madame le maire et de son adjoint de Boma. Et donc, j'ai pu récupérer l'entièreté de ma parcelle. Mais donc, voilà, l'idée que j'avais des affaires foncières, c'est celle-là. C'est des gens qui sont là en train de distribuer la terre et même de prendre de lopin de terre d'autrui et de distribuer. Et vous dites bien effectivement que je me posais bien la question de savoir en quoi consistait ma mission. Et il a fallu effectivement que son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Joseph Kabila Kabange, me recevant 2 semaines, je crois, après notre prise de fonction, m'a posé la question: Monsieur le ministre, est-ce que vous vous êtes bien rendu compte du caractère hautement stratégique du secteur foncier? Je lui ai répondu: oui, Monsieur le Président, j'ai eu le temps, pendant ces 15 jours, effectivement, de voir à la fois l'importance du foncier, mais aussi l'importance des problèmes que pose la gouvernance foncière. Et le chef de l'État m'a dit: vous savez que remettre de l'ordre dans la gouvernance foncière permettra de pouvoir éradiquer les conflits fonciers qui sont trop nombreux. Et comme je le dis souvent, c'est 85 à 90% des affaires dans nos cours et tribunaux relèvent du domaine foncier. Et le président va ajouter: vous savez que même la guerre interminable dans l'est du pays est, quand on va au fond des choses, également une guerre d'origine foncière. Ça veut dire que remettre de l'ordre
dans la gouvernance foncière, éradiquer les conflits fonciers, sécuriser les droits et les titres de propriété de concessionnaires, eh bien, cela permet de pouvoir résoudre notamment le problème de cette guerre interminable à répétition qui sévit dans la partie est de notre pays, mais ça permet également de refaire la cohésion nationale, la solidarité entre peuples. Parce que vous savez que les conflits fonciers, ils sont de plusieurs ordres. Ils peuvent opposer des individus d'une même communauté, comme ils peuvent opposer des communautés différentes mais voisines, comme ils peuvent également déboucher à des guerres comme celles que nous connaissons au niveau de l'Est de notre pays. Et donc je crois que le caractère stratégique du secteur foncier relève à la fois de tout ce que nous faisons, toutes les activités que nous entreprenons, tous les investissements que nous faisons, nous n'allons jamais les faire dans les nuages, nous les faisons sur terre. Pour que nous puissions avoir de quoi construire notre habitat, nous recourons à la terre. Et où construire notre habitat, nous recourons à la terre. Pour que nous puissions avoir de quoi manger, c'est la terre que nous utilisons, n'est-ce pas, pour faire des activités d'agriculture qui nous permettent de produire les différents produits que nous avons et que nous prenons pour notre régime alimentaire. Donc, bref, la terre est à la fois le point de départ et le point d'aboutissement de toute l'activité humaine. C'est donc, je pense, la ressource la plus précieuse et la plus importante que nous puissions avoir en tant que pays. Et d'ailleurs, sans la terre, vous n'êtes pas un pays, n'est-ce pas? Aujourd'hui, la Palestine n'existe pas parce que jusqu'ici, on a des problèmes à pouvoir déterminer ce que la terre de cet État à devenir que la Palestine. Donc, je pense effectivement que cette importance de la terre fait du secteur foncier un secteur hautement stratégique et compte tenu des problèmes énormes qui se posent dans notre gouvernance, dans notre secteur foncier, particulièrement au niveau de la gouvernance, le président de la République a pris les taureaux par le corne en instruisant le gouvernement de pouvoir opérer une réforme foncière comme priorité de l'action gouvernementale, de manière à pouvoir effectivement faire de la terre ce que nous avons dit quand nous avons lancé le processus de la réforme, la terre pour nous unir et pas pour nous diviser, la terre pour nous faire vivre et pas pour nous faire mourir, et la terre pour nous enrichir et non pas pour nous appauvrir. Excellence, on va commencer par les questions de nos téléspectateurs. Je profite pour dire merci à tous nos téléspectateurs qui participent massivement à ce magazine. Je m'en vais au Sud Kivu. Monsieur David veut savoir quels sont les principaux éléments de cette réforme foncière et quels moyens seront mis en œuvre pour en assurer la mise en application. Bien, je voudrais commencer par dire que nous entreprenons la réforme foncière qui est une initiative de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec trois objectifs importants. Le premier objectif, c'est celui de pouvoir prendre les mesures nécessaires pour éradiquer les conflits fonciers. Nous devons arrêter avec cette inflation des conflits fonciers dont la conséquence la plus néfaste est souvent des pertes en vie humaine. Vous apprenez très souvent par-ci par-là que des conflits fonciers qui opposent des communautés différentes se terminent toujours par des morts d'hommes. Et le premier des objectifs que nous devons atteindre dans le cadre de la réforme, c'est celui de pouvoir éradiquer, c'est-à-dire mettre fin
aux conflits fonciers. En tout cas, en réduire sensiblement les chances de survenance. Le deuxième objectif, qui est lié au premier, et qui est même une étape nécessaire pour atteindre le premier objectif, c'est celui de la sécurisation des droits et des titres de propriété à la fois foncière et immobilière. Dans la mesure où nous ne sommes pas assurés que le lopin de terre que je viens d'obtenir et sur lequel je dois exercer des droits de jouissance, je vais justement l'exploiter, je vais jouir de cette portion de terre sans qu'il y ait quelqu'un qui vienne me poser des problèmes. Eh bien, tant que nous ne serons pas en mesure de pouvoir effectivement dire c'est lopin de terre, nous l'avons attribué à tel pour telle destination et que personne d'autre ne viendra lui poser des problèmes, nous aurons toujours des difficultés, notamment à pouvoir attirer les investisseurs, surtout les investisseurs qui ont besoin de grands espaces, par exemple dans les secteurs agro-industriels, comme nous le faisons aujourd'hui, par exemple pour le parc agro-industriel de Boukangalonze. Donc, deuxième objectif de cette réforme, c'est bien la sécurisation de droits et des titres de propriété. Enfin, le troisième objectif, aujourd'hui, à travers le monde, et avec notamment l'Organisation mondiale du commerce, nous sommes en train d'assister à l'élimination progressive des barrières et des tarifs douaniers. Ça veut dire que demain, nous aurons en principe des transactions commerciales qui se déroulent de pays à pays et qui ne sont plus soumises au paiement de droits et des tarifs douaniers comme c'est le cas aujourd'hui. Et pour un pays comme le nôtre, si nous ne prenons pas la mesure de cette suppression, de cet abandon de tarifs et de droits douaniers dans les commerces internationaux, ça veut dire que alors demain nous serons un gouvernement dont le budget sera peut-être de l'ordre de... quand Mouzé est arrivé en 1997, le premier budget que nous avons eu était de 300 millions de dollars. Mais avec la suppression progressive de droits de douane dans le commerce international, si nous n'y prenons garde et si nous ne trouvons pas les sources alternatives de recettes pour renflouer les trésors publics, eh bien nous aurons des budgets qui seront de moins de 100 millions de dollars. Voilà pourquoi, comme partout ailleurs, les secteurs fonciers, la terre, les secteurs immobiliers, le cadastre, n'est-ce pas, constituent la plus grande source de recettes du trésor public. Eh bien, le troisième objectif de notre réforme foncière, c'est d'amener effectivement notre secteur foncier, à travers le cadastre foncier et immobilier, à devenir également l'un des principaux, sinon le principal contributeur aux recettes du trésor public. Alors, cela dit, ces objectifs-là, nous devons les atteindre et ils doivent nous permettre d'aboutir à deux résultats. Le premier, c'est celui de la définition de la politique foncière nationale, dont nous ne disposons pas aujourd'hui. Aujourd'hui, nous prenons des décisions qui sont prises un peu au pifomètre. N'est-ce pas? Il n'y a pas une ligne de conduite générale qui sous-tend et qui encadre les décisions et les actions que nous réalisons dans la gestion foncière. Nous devons arriver à pouvoir, au terme de cette réforme foncière, produire la politique foncière au niveau national. Deuxième résultat que nous attendons de la réforme foncière, c'est de pouvoir obtenir une législation foncière qui soit harmonisée et qui soit cohérente. Qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, nous sommes de nombreux ministères qui gérons la terre, chacun avec des compétences spécifiques. Le ministre des Mines, lorsqu'il distribue un carré minier, en fait, il distribue la terre. Le ministre
des hydrocarbures, lorsqu'il donne un permis d'exploitation pétrolière, en réalité, il distribue la terre. Bon, je vais aller à Mwanda pour dire, y compris même nos eaux territoriales, n'est-ce pas? Parce que nous avons là-bas des permis d'exploitation dans l'océan. Mais bref, nous sommes nombreux à pouvoir agir sur la terre, à poser des actes qui constituent des actes de distribution de la terre. Mais chacun le fait en vase clos. Et chacun le fait en respectant les dispositions de son propre code. Or, quand vous analysez, quand vous regardez ces codes, vous allez vous rendre compte qu'il y a des dispositions de ces différents codes qui sont sinon conflictuels, en tout cas contradictoires. Et quand je parle de pouvoir produire une législation foncière harmonisée, ça veut dire en fait refaire la lecture de ces différents codes sectoriels, en éliminer les dispositions qui sont contradictoires ou conflictuelles pour que nous puissions avoir une législation qui soit harmonisée. Que ce que fait le ministre des Mines ne crée pas de problèmes par rapport aux compétences du ministre des Affaires foncières ou aux compétences du ministre de l'Agriculture ou de celui de l'Urbanisme et Habitat. Donc voilà un peu ce que nous attendons de cette réforme foncière. 3 objectifs et 2 résultats principaux. Excellence, on va en dehors de nos frontières. Il y a M. André Goli, depuis Yamoussoukro, qui suit notre émission sur Canal Horizon chaque jeudi et se demande pourquoi y a-t-il trop de constructions anarchistes dans notre pays, disons. Merci d'abord à M. Goli qui d'Abidjan nous suit et donc il s'intéresse à notre magazine. C'est tout simple. Je pense que pourquoi il y a des constructions anarchiques, je vais répéter ce que le chef de l'État nous a fait comme remarque au cours d'une réunion des différents ministères sectoriels. Aujourd'hui, lorsque l'on pose la question au ministre des Affaires foncières ou au ministre de l'Urbanisme, s'il vous plaît, moi je suis refoulé de Brazzaville, je viens d'arriver à Kinshasa, je voudrais bien m'installer ici et reprendre ma vie ici, dites-moi où est-ce que je peux aller construire ma maison. La réponse sera non, nous n'avons pas prévu des espaces pour cela. N'est-ce pas? Donc, le fait de l'absence de prévision par rapport à l'action du gouvernement, ça pousse les gens à aller, chaque fois qu'ils voient un petit espace vide quelque part, ils se disent, je peux m'installer là-bas et je vais construire là-bas. Deuxième carence qu'il y a, c'est l'absence du plan d'aménagement, n'est-ce pas? Je vais parler par exemple pour les villes. Vous ne trouverez pas un plan d'aménagement de la ville de Kinshasa, ou de la ville de Lubumbashi, ou de la ville de Boma, ou de la ville de Goma. N'est-ce pas? Donc, il y a d'abord, je veux dire, cette défaillance de l'administration par rapport à la disponibilisation des sites et des concessions sur lesquelles les gens, effectivement, peuvent aller construire. La deuxième raison, je pense, c'est le fait que, contrairement à Abidjan, pour M. Goli, où lorsqu'il y a une concession qui est disponibilisée par l'administration et destinée à l'habitat, ce sont des promoteurs immobiliers qui se présentent pour construire des immeubles, des résidences, et les amis ivoiriens vont à la banque, obtiennent des crédits et en fait chacun acquiert le droit de propriété sur un appartement ou sur une villa grâce au financement qui lui est fait par la banque. Ces mécanismes, malheureusement, dans notre pays n'existent pas. Aujourd'hui, nous n'avons pas ces promoteurs immobiliers qui viennent et à qui le gouvernement peut confier
de pouvoir faire des constructions sur différents sites. On en a connu dans le temps, n'est-ce pas? On a connu Logec, je crois, qui a construit la cité Mama Mobutu, ou bien la cité Salongo. Je parle de la période après l'indépendance. Avant l'indépendance, on connaît les fonds d'avance qui ont construit toutes nos communes comme Kassavubu, comme Lemba, comme Bandal, comme Kitambo. Aujourd'hui, ces structures-là n'existent pas. Donc, là aussi, nous devons pouvoir, et c'est peut-être un problème aussi de sécurisation des droits et des titres de propriété, aider à ce que, le gouvernement et l'administration puissent, comme le président de la République nous l'a demandé, nous a instruit, de créer des réserves foncières, n'est-ce pas? C'est-à-dire des espaces que nous allons délimiter et que nous allons destiner, par exemple, à recevoir l'habitat. Mais pour éviter ces constructions anarchiques, une fois que nous avons délimité ces espaces, que nous avons identifié ces espaces, nous devons également recourir à des promoteurs immobiliers qui vont aller construire sur ces différents sites, et la population congolaise aura à acquérir des maisons, des appartements grâce à des financements bancaires. Donc il y a tout un montage qui doit être fait, qui ne l'est pas aujourd'hui, et qui explique que les gens, chacun se débrouille, il va, dès qu'il trouve un espace un peu libre, ça peut être une avenue qu'il va obstruer, ça peut être une pente d'une colline où il sait bien qu'il y a les dangers des érosions, mais enfin, il va construire là-bas, et naturellement, le gouvernement ne peut pas laisser la population prendre des risques comme cela, et c'est ce qui explique qu'à un moment donné, nous sommes obligés de mettre la brigade de démolition pour démolir toutes ces constructions anarchiques, soit parce qu'elles posent problème par rapport à l'urbanisation, soit parce qu'elles constituent des risques par rapport à la vie de la population. Excellence, on va terminer sur une bonne note en parlant des démolitions. On rentre ici en RDC, précisément à Kinshasa. Il y a M. Tamba Isaac de Matete qui veut savoir l'avenue de la Paix est en train d'être réhabilitée, mais sans caniveau, parce qu'il y a des maisons construites le long des rails, des clôtures de l'ONATRA. À quand la démolition de celle-ci? Je voudrais d'abord dire que les démolitions ne se font pas de façon, comment je vais dire, subite, n'est-ce pas? Il faut constater les caractères de construction anarchique. Il faut ensuite prendre un arrêté au niveau du gouverneur de la ville, mon frère et ami André Kimbuta Yango, et c'est au terme de cet arrêté-là, avec des sites bien ciblés et figurant dans l'arrêté, qu'on envoie la brigade de démolition pour le faire. À ma connaissance, depuis 2 ans que nous sommes dans ces ministères et que nous avons des réunions avec les autres collègues, ceux de l'urbanisme notamment, je n'ai pas jusqu'ici eu des informations sur la présence des constructions anarchiques le long de cette avenue de la Paix. Mais puisque notre ami Isaac et notre concitoyen Isaac nous en parle, nous allons effectivement demander à la circonscription foncière du Mont-Amba, qui est compétente dans cette commune, de pouvoir effectivement faire des enquêtes et un rapport. Et s'il s'avère effectivement que le rapport mentionne et confirme l'existence de constructions anarchiques qui empêchent justement de faire notamment les caniveaux pour l'évacuation des eaux, des choses, eh bien nous serons obligés de transmettre cette information à notre comité interministériel et de pouvoir demander au gouverneur de la ville de prendre l'arrêté en intégrant les abords de l'avenue de la Paix à Matete, je pense. L'avenue de la Paix, c'est celle qui va jusqu'à Kisenso, si je ne m'abuse, pour que effectivement les démolitions soient faites et permettre ainsi que la réhabilitation de la voie ne soit pas handicapée par l'absence
de caniveaux, parce que si effectivement il n'y a pas de caniveaux, toutes les eaux de pluie et nos grandes pluies vont revenir bientôt, vont stagner sur la chaussée, et donc elle ne pourra pas durer longtemps, elle va de nouveau être détériorée, et alors le travail qu'on est en train de faire n'aura servi à rien. Excellence, merci beaucoup. Reporter, c'est terminé pour aujourd'hui. Je tiens à remercier toute mon équipe technique. Je remercie aussi Madame Nicole Dibambou Kitoko Bouanga, Madame la DGAI, qui nous accorde cet espace chaque semaine pour vous informer. Mon assistant réalisateur dédie aussi ce magazine à Madame la CDC de Mongafula, Madame Godé Panzou. Au-delà de l'efficacité comme il l'appelle, je vous dis au revoir, on se retrouve la même chaîne, la même heure, à bientôt.